Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. Voici venu le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larboyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Objectivement, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas le moment de se fâcher avec son frigo. Et pourtant, aujourd'hui en France, il va franco ce matin avec une a priori un peu déconcertante. Électroménager, les petites tricheries des fabricants. En page intérieure, le journal s'interroge. Pipo, la conso des frigos, point d'interrogation. Et le dossier est assez intéressant puisque l'on découvre que nos télés, nos frigos, donc nos lave-linges ou nos lave-vaisselle, consomment bien plus d'énergie qu'annoncé sur l'étiquette. Vous savez, les fameuses étiquettes de couleurs, là, A, B, C, D, A+++, etc. D'où cette question posée par une ONG, le Bureau européen de l'environnement. Après le Dieselgate, il y a peut-être un Frigogate, autrement dit, des tests réalisés qui seraient bien peu fiables. Sur son dessin, Rançon s'amuse d'un couple qui débat du sujet. Notre frigo consomme plus qu'il ne le laisse croire, dit le monsieur. Tu parles de toutes ces bières qui disparaissent en ce moment, lui répond son épouse. Sinon, vous avez la une du Figaro. On la regarde et on se dit que les temps changent ou pas. Les affaires obligent Macron à un large remaniement. Ferrand, Goulard, Sarnez, le gouvernement frappé à son tour par le dégagisme, s'amuse le canard enchaîné. Libération, de son côté, annonce une enquête sur le système Bayrou et révèle de nouveaux cas suspects d'assistants d'eurodéputés. Mais un cadre du Modem relativise tout ça. Il ne faut pas s'imaginer un système occulte d'ampleur monté par des experts. C'est une série de petits arrangements en montant d'argent. Ce n'est pas le Pérou, dit-il. Sauf qu'il est repris de voler quelques lignes plus loin par Laurent Geoffrin. Le métier de parangon de vertu n'est pas toujours facile. On passe vite du rôle d'Alceste intransigeant avec les faiblesses humaines à celui de Tartuffe qui prêche la morale mais ne l'applique pas. Du remaniement à venir, il est aussi question en une du Monde, en une de l'Opinion, Macron second départ. En mode télé-réalité, ça donne en une de 20 minutes. Qui va quitter l'aventure? Et là, on a l'impression que certains ministres vont voir débarquer Laurence Boccolini. Tu es le maillon faible. Au revoir. Et puis il y a quand même une bonne nouvelle en une des Échos. Pourquoi la croissance accélère enfin en France? 1,6% prévu pour cette année. Ça donne en une de La Croix. La reprise, c'est maintenant. La presse quotidienne régionale, c'est maintenant et c'est avec vous Marion Calais. Nord littoral fataliste après l'accident mortel provoqué par un barrage érigé par des migrants. Inévitable, titre le quotidien de Calais où l'on attend maintenant le ministre de l'Intérieur. Ce sera vendredi. La Provence renomme ce matin le Tour de France. C'est le tour de force avant-dernière étape à Marseille le 22 juillet. Un contre-la-montre à travers la ville. Plus de 2500 policiers seront mobilisés. De son côté, l'Est républicain a retrouvé le bulletin de notes d'un certain Gustave Courbet, année scolaire 1837-1838. Le lycéen de Besançon dont l'application a été jugée passable en maths, pas accoutumé au travail, mais quand même une mention bien pour le dessin. On avait le même bulletin de notes avec Courbet, sauf que moi j'étais mauvais en dessin aussi. L'histoire du jour nous ramène au thermomètre, Marion. Il fait trop chaud pour travailler, disait un slogan publicitaire que de nombreux parents d'élèves sont en train de reprendre à leur compte pour leurs enfants. Ils leur font même sécher les cours à Mazan, près de Carpentras. Hier, un bon quart des élèves étaient absents, souligne Vaucluse Matin, et pour cause, expliquent les parents. Il fait 40 degrés dans la cantine, presque 37 dans les classes. Le maire promet des ventilateurs aujourd'hui. Il y a comme ça un peu partout en France des parents qui se mobilisent. En début de semaine à Aix, raconte la Provence, ils ont bloqué l'accès aux classes. À Toulouse, aujourd'hui, certains manifesteront, selon la dépêche du Midi. Mais il y a aussi parfois des établissements qui réagissent. À Auxerre, raconte Lyon Républicaine, c'est une école maternelle qui a carrément demandé aux parents de venir chercher les enfants plus tôt. Il a fait jusqu'à 45 degrés au soleil dans cette école, alors que dans la Vienne, assure Centre Presse, certains ont délocalisé leurs cours à l'extérieur. Ça donne une très jolie photo d'élèves assis en face de leur prof dans un parc et sous un cèdre à la une. Et le petit conseil pratique de Julie, on met quoi? On met un petit truc dans le congélo, là, un petit foulard? Vous prenez un tissu léger, un paréo, vous le mettez au congélateur pendant 2 heures et après vous vous endormez avec. Juste avec ça sur vous, vous dormez nu avec ça, le paréo sur vous. Ça dure à peu près une demi-heure, l'effet de froid, le temps de vous endormir. Et les photos de Julie et son paréo sont sur un matin avec le hashtag comme d'habitude. N'importe quoi. On reparle ce matin de la Corée du Nord avec vous, Sophie Larmoyer. Cette fois, il ne s'agit pas de tests de missiles comme bien souvent, mais de la mort d'un étudiant américain qui était retenu prisonnier à Pyongyang. Oui, le correspondant du New York Times à Séoul nous raconte que souvent, quand un officiel américain va en Corée du Nord, c'est signe que les tensions s'apaisent, mais pas cette fois, car l'envoyé spécial de Washington a ramené un jeune homme américain qui était dans le coma
coma depuis la quasi-totalité des 17 mois qu'il a passé dans les geôles nord-coréennes. Otto Warmbier, c'est le nom de cet étudiant de 22 ans, a été relâché officiellement pour des raisons humanitaires. Et vous le disiez, il est mort lundi, 6 jours après son rapatriement, des suites des lésions cérébrales dont il souffrait. 17 mois dans le coma, effectivement, on peut parler de raisons humanitaires, ils sont sympathiques à Pyongyang. Est-ce qu'on sait ce qui a causé cet état? Pourquoi il est tombé dans le coma? Alors, ses parents dénoncent une maltraitance, de la torture, mais les médecins américains précisent qu'il n'y a aucun signe de violence physique sur le corps du jeune homme. Ils réfutent aussi la thèse du botulisme avancée par les Nord-Coréens. Vous savez, c'est cette maladie bactérienne qui provoque une paralysie qui peut être fatale. Selon eux, c'est un arrêt cardio-pulmonaire qui est à l'origine des séquelles. On n'en saura sans doute pas plus. Il serait tombé dans le coma dans les jours qui ont suivi son procès expéditif. Otto Warmbier avait été condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé une affiche de propagande dans son hôtel. Il était là en touriste pour 5 jours alors qu'il faisait des études à Hong Kong. On peut imaginer que ça fait partie de la stratégie de Kim Jong-un de retenir des Américains un peu comme des otages. Il sait que ça fait parler. D'ailleurs, la presse américaine rappelle que 3 citoyens américains sont encore détenus. 10 ont été libérés sous Barack Obama, rappelle CNN. Donc la stratégie n'est pas nouvelle. Et un édito dans le Washington Post souligne que finalement les Nord-Coréens ont traité ou maltraité Otto Warmbier comme l'un des leurs. Il raconte la confidence qu'un Nord-Coréen échappé lui avait faite. Dans le camp de concentration où il vivait, un codétenu qui avait faim avait mangé un rat et on l'avait puni sévèrement pour vol de la propriété de l'État. Cela, écrit l'éditorialiste du Washington Post, personne ne s'en souvient. Évidemment. On va fêter un petit peu la musique avec vous, Eva Rock. La story du rap français, 30 ans de succès, c'est à 20h50 sur C-Star ce soir. Exactement, c'est un documentaire sur l'histoire du rap en France, un genre musical qui a été promu au début des années 80 par 7 hommes. Phil Barnet. Exactement. Phil Barnet, Phil Barnet, c'est sur la radio Carbone 14. Il est Est-ce le qu'on peut premier... climatiser le siège d'Eva Rock? Mais non, pas du tout. C'est le premier à diffuser et à promouvoir du rap, courant artistique né dans les ghettos new-yorkais. Pour moi, c'était une évidence. Le rap chanté rythmiquement sur une rythmique de funk, pour moi, j'ai toujours su que c'était mon truc, quoi. Et alors la deuxième grande date, alors les moins de 40 ans ne pourront pas comprendre, mais vous Thomas, vous pourrez, en 1984 sur TF1, on entend ça. Oh, Sydney. Eh oui, Sydney qui pendant 1 an donc anime une émission sur le rap. Que Sophie se met à danser et que Marie-Calais nous regarde avec Mais des yeux oui, je sais bien. Alors quand l'émission s'arrête, nombreux sont ceux qui pensent que le rap n'a été qu'un effet de mode. En fait, c'est une erreur, c'est une contre-culture. Contre le rock bourgeois, le rap devient le mode d'expression des jeunes des cités. Ailleurs, IAM à Marseille, NTM dans la banlieue parisienne. Même si le discours social n'est pas du tout présent, comme le racontent Joey Starr et Cool Chain. On avait énormément de choses à raconter, quoi. Et je crois que c'est surtout par le biais du challenge qui est né ce truc de vouloir écrire, quoi. Nos premières écritures, c'était pas sur, il n'y avait aucun contexte social dedans. C'était très égo-trip, très voilà, les graffitis, ce qu'on fait, ce qu'on est, quoi. Et puis les revendications, elles sont arrivées après. Écoutez le même Joey Starr qui est face à Michel Alliot-Marie et c'est sur un plateau télé. Quand j'entends des gens dire il faut se concerter avec les jeunes ils n'ont plus rien à foutre de ça, sérieux. Là, on veut des faits, quoi. Des faits. Alors moi, je vous vois sourire, c'est super. Mais je lis pas l'urgence sur votre tête et ça me dérange un peu, quoi. Et vous allez le voir. Exactement, exactement. Et bien le documentaire le démontre très bien ensuite. Le rap dès le début et encore aujourd'hui, c'est un genre à géométrie variable. Il y a des morceaux plus mélodiques que d'autres, il y a des morceaux plus commerciaux que d'autres, plus engagés aussi. De Doc Gynéco à PNL, qui est le groupe qui marche énormément auprès des jeunes aujourd'hui. Il y a des mondes très différents. Et bien ce film réconcilie avec cette musique. Il met en valeur vraiment la qualité des textes. Ça vous donne envie de réécouter des morceaux qui ont été marquants depuis 30 ans. MC Solar. Et MC Solar notamment. Exactement. Moi, j'ai adoré réécouter Diams. Enfin, c'est vraiment génial. Et puis, en ce jour de fête de la musique aussi, je voulais vous rappeler que France 2 propose une grande soirée en direct de Toulouse, présentée par Garou, Sidonie Bonnec et notre ami Thomas Touroud. Voilà, c'est à partir de 20h55. Vous avez le choix. C'est Star ou France 2 ou dans la rue. Et puis d'écouter de la musique surtout. Je danse le Mia. C'est quoi le Mia? Le Mia, bon, on va vous expliquer. Allez, pas de pacotille, chemise ouverte. Les kiosquières reviennent demain à 6h45. À demain, mesdames.